Bonjour et bienvenue à votre émission Le débat économique. Le thème d'aujourd'hui, c'est le rôle des banques dans la promotion des investissements. Pour débattre ce sujet, nous avons invité M. Chahben Assad, le fondateur de la société Finabi, spécialisée dans le diagnostic financier, l'évaluation des entreprises et le pilotage de la performance. Bonjour M. Assad. Bonjour Madame, merci pour l'invitation que vous nous avez accordée et nous sommes contents d'être ici parmi vous. Eh bien, tout le plaisir est pour nous. Monsieur Assad, donc, ouais. Comme on l'a annoncé au titre, donc, on va parler un petit peu des banques, le rôle des banques dans l'investissement. Oui. En absence des banques d'investissement en Algérie pour booster l'économie nationale, les opérateurs économiques ont recours aux banques classiques. Mais le service des banques publiques, ou généralement les banques qui existent en Algérie, l'apport en investissement reste vraiment à désirer. Pourquoi d'après vous, M. Assad? En fait, je vais commencer d'abord par vous décrire l'écosystème bancaire algérien, rapidement. En fait, en Algérie, il y a 20 banques qui ont l'agrément de banque. En fait, la banque, d'un point de vue agrément, elle a la possibilité de faire plusieurs activités. La première, c'est de récolter des dépôts, d'octroyer des crédits donc à l'économie. Et enfin, elle gère aussi ce qu'on appelle les moyens de paiement. Donc, elle a un agrément pour faire toutes ces activités-là. Elle peut même participer dans le capital des entreprises. C'est subsidiaire, mais elle peut même, c'est-à-dire au lieu d'octroyer des crédits à l'économie, elle peut faire de l'investissement, pour rebondir sur votre introduction, c'est-à-dire elle peut faire de la banque d'investissement en entrant directement dans le capital des entreprises. Est-ce qu'elle existe en Algérie? En fait, la banque d'investissement en elle-même, non. Mais on a des fonds d'investissement. Oui, oui. En fait, les fonds d'investissement, si vous permettez, je vais vous en parler après. Mais pour revenir à la banque et son agrément, c'est que ce qu'elle a comme originalité, d'un point de vue autorisation et agrément, c'est qu'elle peut octroyer du crédit, récolter du dépôt et gérer les moyens de paiement. Les moyens de paiement, c'est quoi? C'est qu'elle peut vous certifier un chèque, elle peut vous réaliser un virement, etc. Alors que, donc elles sont 20 en Algérie, il y a 6 publics, donc la plus ancienne, normalement c'est la BNA, pour revenir à l'histoire. Et puis il y a 14 privés. Donc, qui sont venus en Algérie. La première qui était mixte, c'est El Baraka en 91. Et puis, il y a des établissements financiers. Donc, ils sont au nombre de 9 en Algérie actuellement. En fait, la différence entre une banque et un établissement financier, rapidement, c'est que l'établissement financier ne peut faire que du crédit. Il ne peut pas récolter du dépôt. Et il ne peut pas aussi gérer des moyens de paiement. Donc l'écosystème actuel, il est constitué de 20 et de 9 établissements financiers. D'un point de vue juridique, c'est intéressant à partager avec vous. Dans la réglementation, il y a ce qu'on appelle les coopératives, ou les caisses de dépôt et de crédit, qui sont aussi possibles de mettre en Algérie, qui sont destinées en fait à des coopératives. Par exemple, l'agriculture, le fait qu'on en parlait, elle peut créer une caisse qui est financée par une coopérative liée à cette activité-là et qui peut faire du crédit aussi. Mais elle ne peut faire que du dépôt exclusif à cette coopérative et elle peut faire du crédit aussi exclusif à cette coopérative. Et le capital propre à réunir est beaucoup plus faible, à hauteur de 500 millions de dinars, alors que pour une banque, c'est 20 milliards de dinars de fonds propres minimum. Donc, en global, on a une vingtaine de banques, 9 établissements financiers. Et d'un point de vue juridique, réglementaire, il y a aussi cette possibilité de créer des caisses de financement, des secteurs bien déterminés. Des coopératives. Donc, il faut qu'il y ait des coopérants à hauteur de 100 personnes minimum qui vont se réunir justement pour créer ces caisses destinées au financement exclusif de ces coopérants et qui récoltent d'une manière exclusive les dépôts de ces coopérants. Avec tout ça, pourquoi on n'arrive pas à booster notre économie? Je vais essayer de vous répondre rapidement sur cette problématique-là. La raison essentielle, en fait, une banque, elle a besoin, ou là, elle dépend de 2 critères importants.
Le premier critère qui est important, c'est la liquidité. C'est-à-dire une banque cherche à être liquide. Et pour qu'elle soit liquide, il faut que le niveau de dépôt soit élevé. Il faut qu'elle récolte l'épargne des entreprises ou des particuliers. Actuellement en Algérie, donc je travaille d'abord sur cette problématique-là, ensuite je vais vous parler de l'autre critère, qui est le risque. En fait, la liquidité en Algérie, pendant une vingtaine d'années, il n'y avait pas un problème parce qu'il y avait les recettes fiscales, il y avait les hydrocarbures, pétrole qui était, la manne pétrolière. La manne pétrolière qui faisait que, en fait, la liquidité était excédentaire dans le secteur bancaire, mais en fait, les banquiers, si vous voulez, ne ressentaient plus le besoin. Où là, il n'y avait pas un besoin d'être agressif pour récolter cette liquidité parce qu'elle est quelque part fournie sans un effort excessif à travers les recettes de fiscalité pétrolière. Donc le système était liquide sans qu'il y ait un effort d'agressivité du secteur bancaire pour les récolter. Donc ce que je comprends, le banquier ne fait pas d'effort pour prendre une initiative, par exemple, pour pas assez. Pas assez. En fait, d'un point de vue international, il y a une agence pour 5000 personnes. C'est-à-dire, en fait, une agence bancaire pour 5000 personnes. Chez nous, en Algérie, c'est une agence pour 27 000 personnes. 27 000 27 000. Donc, il n'y a pas assez de réseau pour accueillir cette liquidité et ces dépôts. Je peux me permettre un peu aussi la petite remarque et critique, pas assez d'imagination aussi. Chez le banquier, bien sûr. Chez les banques pour être agressif et récolter cette liquidité. Pendant 20 ans, cette imagination et cette agressivité n'étaient pas très importantes vu qu'il y avait une surliquidité qui venait des recettes pétrolières. Mais maintenant, le fait que les prix du pétrole ont baissé, la liquidité en Algérie a baissé, vous avez tous entendu parler au début de l'année où la liquidité au niveau des banques a atteint 1000 milliards de dinars, c'est-à-dire c'est la crise. Vous avez suivi aussi la problématique avec le CCP, etc. Donc maintenant, il faut chercher du liquide, c'est-à-dire il faut chercher du cash. Donc je reviens à mes deux analyses pédagogiques. Donc le premier critère, c'est la liquidité. Je reste toujours sur celui-là. C'est ce qui explique, en fait, tout ce qui tourne et la réglementation de la Banque d'Algérie dernièrement concernant la finance islamique. L'objectif, justement, est d'attirer cette liquidité dormante au niveau de l'économie, surtout par rapport à l'économie informelle, parce que le secteur bancaire, il en a besoin. Pour qu'il puisse faire du crédit, il faut qu'il récolte du dépôt. La banque, si vous voulez, d'un point de vue temporel, on récolte du dépôt, ensuite on octroie du crédit. Actuellement, il y a un assèchement de la liquidité. Donc pour rebooster l'économie et pour faire du crédit afin de réaliser des investissements productifs, c'est-à-dire destinés aux PME et aux TPE, parce que c'est elles qui constituent les viviers économiques algériens, 97% des entreprises en Algérie sont des PME ou TPE, et c'est elles qui emploient. En dehors, on va dire, de tout ce qui est emploi des fonctionnaires, etc., emploi. Mais le premier secteur de l'emploi, c'est les PME et les TPE. Et donc, pour les financer, il faut qu'il y ait le récolte de la liquidité. C'est pour ça que les autorités ont réfléchi à tout ce qui est finance islamique. Monsieur Assad, les pouvoirs publics ambitionnent depuis des années à diversifier les ressources hors hydrocarbures. Ouais. Le problème qui se pose pour les opérateurs, c'est le cadre juridique qui est trop rigide. D'ailleurs, pas mal d'opérateurs économiques qui ne veulent pas investir en Algérie dénoncent cette situation et disent que beaucoup plus la liberté d'investir en Algérie, il reste juste un discours politique. En fait, pour rester sur pour répondre à votre question concernant la législation bancaire, en fait, c'est que la Banque d'Algérie, qui est le régulateur, oui, des banques dans notre pays, en fait, la majorité de la législation qui existe, c'est pour gérer le deuxième critère qui est le risque. C'est-à-dire une banque
elle reçoit de la liquidité du secteur économique, et elle prend des risques en octroyant des crédits. Donc en fait, le risque actuellement en Algérie, la législation... Le risque zéro. La législation... Le risque zéro, ils veulent un risque zéro? Non, en fait, la législation algérienne pour gérer le risque fait que pendant les 20 ans que nous avons passés, parce qu'une banque, en fait, c'est un agent économique rationnel. Donc quand il a la possibilité de financer des activités qui ne sont pas risquées, il préfère se focaliser sur ces activités. Telles que les importations. Les importations et puis le financement de toutes les entités économiques, on va dire, qui captent la commande publique. Parce qu'elles sont moins risquées. Dans leur système de notation interne, quand une banque finance, on va dire, une entité publique, ou là, quand elle finance une entité qui capte une commande publique, elle est notée comme étant moins risquée et son ratio de solvabilité, il est moins, on va dire, écorché par ce genre d'intermédiation financière, par ce genre de crédit accordé. Et surtout, elle respecte la réglementation qui est assez rigide en octroyant exclusivement ou d'une manière significative ce genre de crédit. Ce qui s'est passé en 2019 avec la crise économique et surtout avec la crise du Covid actuelle, c'est qu'en fait la commande publique a diminué, les importations ont diminué. Maintenant, le secteur bancaire, il doit financer le secteur productif et promouvoir l'investissement productif. Mais la gestion du risque de ce genre d'entreprise, il est plus, on va dire, il est plus contraignant. La législation concernant ce genre d'investissement, elle est plus contraignante et surtout le secteur public n'a pas l'habitude de financer d'une manière importante ce secteur économique. Vous savez, en français on dit même un meuble n'a pas changé de place. Donc c'est pas évident pour le secteur bancaire de changer de paradigme, d'aller d'un business model qui pendant 20 ans... Dans ce cas, pourquoi ne pas laisser le privé à ouvrir des banques? C'est l'une des solutions que les autorités veulent apporter, parce que de plus en plus il y aura des banques nouvelles, il y aura de la concurrence. Il y aura des nouvelles qui seront, entre guillemets, assez folles, ayant une appétit pour le risque, et aller vers le financement des PME et TPE qui sont justement la source, on va dire, de création de valeur. Et l'ouverture vers l'extérieur, c'est-à-dire faire appel aux banques d'investissement spécialisées? Exactement, parce que c'est parce qu'elles ont l'habitude d'aller vers le financement de l'économie réelle et surtout des petites et moyennes entreprises. Il y a d'autres véhicules, il y a d'autres solutions, on va en parler, si vous voulez, ultérieurement, mais pour rester sur cette problématique, sur le fait que la législation et surtout le risque qui est important lorsqu'on finance les PME et les TPE, actuellement, le paradigme du secteur bancaire n'arrive pas encore à l'accepter. Je vous donne un titre d'exemple. Quand une petite et moyenne entreprise va voir son banquier pour financer une création ou là pour financer un développement, c'est-à-dire vous avez un bon projet ou là une start-up. Oui, maintenant il y a un autre fonds pour les start-up. On va parler des fonds, s'il vous plaît. C'est-à-dire, non, on va chez la banque pour financer. Un projet. Soit un projet JDID, soit un développement déjà d'une PME existante. Soit exporter mon produit vers l'extérieur. Vous parlez de ça, par exemple, on peut parler, dernièrement il y a une PME qui travaille sur l'exportation des produits agroalimentaires, donc de la transformation de la pâte de poulet. Je pense que vous avez suivi l'activité, qui est notre client au niveau du cabinet, donc c'est nous qui la suivons d'un point de vue financier. Il n'a pas eu de problème avec les banques, lui? Justement, madame. Pour vous parler de la problématique, elle se situe où? Justement, les PME ont des problèmes très très importants pour se financer. Quelques chiffres, parce que là, les chiffres sont importants. Dans les pays de la région MENA ou les pays européens, quand une PME se finance pour se créer ou se développer, 80%, il suffit de ramener ce qu'on appelle une garantie financière à la banque pour être financé sans demander d'autres types de garanties. Donc il y a 3 types de garanties dans le domaine bancaire. Ce n'est pas trop technique, on peut en parler à 30 secondes pour vous expliquer. Donc il y a ce qu'on appelle les garanties réelles.
Les garanties réelles les plus connues, c'est l'hypothèque. Par exemple, quand vous achetez un immeuble ou un appartement, vous devez faire une hypothèque liée, inhérente à votre crédit. Vous avez aussi le nantissement, le gage sur la voiture. Vous avez ensuite ce qu'on appelle les garanties financières. Les garanties financières, en fait, c'est des institutions de garantie qui sont en Algérie plusieurs, le FGAR, la caisse de garantie des crédits d'investissement. Donc, elles se portent garantes sur la PME en cas de défaillance. C'est la caisse qui se porte garante envers la banque, donc c'est elle qui va rembourser les défauts de paiement. Il y a 3 types de sûreté qu'on appelle les sûretés personnelles, la fameuse caution solidaire des associés. Les garanties personnelles, vous savez, c'est quoi? C'est très dramatique. C'est-à-dire, si votre projet ne marche pas, c'est que la banque va se retourner contre votre propre patrimoine pour se faire rembourser. C'est-à-dire, si vous avez une maison en étant chef d'entreprise, TEAC, mais elle n'est pas dans l'entreprise, dans le cas où la banque n'a pas remboursé son crédit, elle va vous prendre dans votre maison. Personnel. Mais regardez le chiffre que je voulais partager avec vous. Donc, dans les pays européens ou la région MENA, 80% des PME qui se lancent ou qui se développent, une garantie financière est suffisante. En Algérie, c'est 10% seulement. Les banques, à cause d'une aversion au risque, parce qu'ils n'ont pas l'habitude, et surtout la législation est lourde, je ne vais pas partir dans les envolées techniques, c'est trop technique pour vous l'expliquer, les banques, quand elles financent une PME ou une TPE, elles demandent une caution, donc une garantie financière, elles demandent une garantie réelle, et malheureusement, elles demandent aussi des garanties personnelles, des cautions solidaires pour financer la PME et la TPE, alors qu'elles viennent de se lancer. Une PME, quand elle se lance ou elle se développe, elle a un risque de défaillance, elle peut disparaître. Donc la conséquence, c'est que l'outil de production ensuite, il est pris par la banque, voire le patrimoine personnel de l'actionnaire. Alors que l'objectif, c'est que ces PME-là continuent à travailler, malgré qu'au début, c'est difficile. Parce qu'une PME, quand elle commence à travailler, pour devenir importante, elle doit avoir un temps d'adaptation et de croissance, etc. Donc, je pense qu'à ce niveau-là, il faut travailler sur le fait que les caisses de garantie doivent être les banques, parce que c'est le problème, il est au niveau des banques, les banques doivent faire appel plus aux caisses de garantie pour avoir des garanties financières au lieu de demander des cautions réelles et des cautions personnelles. Il faut travailler beaucoup plus avec les caisses de garantie parce qu'il y a des chefs d'entreprise qui n'ont pas de patrimoine personnel. Il y a des chefs d'entreprise qui ne veulent pas engager leur patrimoine personnel. Il y a des PME qui investissent dans l'incorporel, c'est-à-dire ils n'ont pas d'actifs à donner en garantie. Si on parle de sûreté réelle. Et là, c'est un problème, c'est une problématique, c'est-à-dire les pouvoirs publics qui font appel à l'investissement et les banques qui bloquent par peur du risque. En fait, parce que la problématique, c'est que les caisses de garantie, on ne leur fait pas appel assez. Il faut que le secteur bancaire accepte le fait d'avoir plus de garanties financières que d'autres types de garanties. Heureusement qu'il y a certaines banques qui ont commencé à comprendre la chose. Je peux citer le CPA, qui a décidé dernièrement d'aller vers le financement des TPE et des PME, qui propose un crédit. Comment? Sans changer la législation, le cadre juridique Non, en fait c'est le cadre juridique. Parce que le problème de l'Algérie de l'investissement, c'est le surplus de réglementation juridique. En fait, le texte juridique en lui-même ne dit pas clairement que les banques doivent recueillir toutes les garanties, on va dire, pour donner un crédit à la PME. C'est-à-dire, elle lui laisse le choix de prendre qu'une garantie. Alors pourquoi les banques Pourquoi? Parce que les banques, elles ont eu l'habitude, comme je vous ai dit, pendant une vingtaine d'années, excusez-moi, de travailler sur des clients qui n'ont pas de problème de trésorerie, qui ont une commande publique, donc les échanges sont payés,
le risque est moindre. Donc maintenant, il y a un temps d'adaptation. Comment les risques moindres? Alors avec les travaux publics, si on cite ce secteur, il y a des dégâts, il y a d'énormes dégâts, il y a un risque énorme aussi financier. En fait, parce qu'il y avait la garantie, le fait que les marchés étaient nantis pour le compte de la banque. Donc elle, dans son système de calcul des risques, parce que la réglementation, comme je vous ai dit, tourne essentiellement sur le calcul et la maîtrise des risques au niveau des banques, parce que le liquide que vous recevez des déposants, vous devez l'utiliser d'une manière rationnelle. Donc c'est pour ça que la législation, le risque c'est quoi? C'est le crédit que vous donnez à vos clients. Donc le risque là, toute la législation elle tourne là. Donc il y a un excès dans l'application de la réglementation et puis un manque de confiance dans les PME. Donc, pardon. Oui. On parle de liquidité. Ouais. Il y a une énorme banque au square, une banque à ciel ouvert, au vu et au su de tout le monde. Oui. Il y a la liquidité, les devises, c'est énorme alors que les banques ont un problème de liquidité. Là c'est pas. La liquidité, quand on dit liquidité, c'est le dinar, madame. C'est-à-dire il faut capter le maximum de dinars. Mais le marché de change aussi au square. Ça, c'est un autre problème. On peut en parler juste, mais pour revenir sur cette notion de liquidité, ce couple-là, liquidité-risque dont nous parlons. La liquidité, c'est qu'il faut il faut encourager la fameuse inclusion financière. Il faut pousser, il faut être agressif. Les banques doivent être de plus en plus agressifs pour récolter cette liquidité qui se trouve malheureusement sur le marché. Actuellement... Et soutenir les entreprises, les PME pour développer quand même cette liquidité, ce risque-là, il doit, vous savez, ce qu'on dit en finance, la meilleure façon de maîtriser le risque est de le prendre. De prendre le risque. C'est la meilleure façon. Quand on essaye comme ça de le maîtriser, quotient solidaire, hypothèque, nantissement, ZUD, les garanties financières alors qu'elles sont suffisantes en cas de défaillance du client, la banque va se faire rembourser son crédit. Tout ça fait que ça a un coût pour l'entrepreneur qui est trop élevé. Ça peut être un coût financier parce que toutes ces cautions-là, il faut les payer pour les contracter. Et surtout un coût personnel qui est élevé, engager son propre patrimoine pour financer son entreprise. Et enfin, un coût industriel. Parce que quand du matériel est en nantissement, ensuite le client est défaillant. La banque va courir pour récupérer le matériel pour le revendre aux enchères. Tous les salariés qui ont travaillé dans l'entreprise, toute la valeur qui a été créée va partir à cause, alors que peut-être qu'il faut appliquer le benchmark. Regardez ce qui se fait ailleurs et prenons les bons exemples. Ailleurs, les PME, quand elles se créent et quand elles se développent, on ne récolte que des garanties financières. Un point important, dans le ratio de solvabilité exigé par la Banque d'Algérie, on va dire pour pondérer le risque, les PME, peut-être qu'il faut réfléchir à réduire la pondération du risque inhérente à la PME ou TPE, parce qu'actuellement elles sont pondérées à 75% quand le portefeuille de la banque est diversifié, voire à 100% quand le portefeuille n'est pas diversifié. Alors que le crédit immobilier, par exemple, qui est destiné aux particuliers, il est pondéré à 35%. Peut-être qu'il faut réfléchir, parce qu'avec les banques, ils tenent madame. Oui. C'est-à-dire quand cette pondération est réduite, concernant le financement des PME et TPE, peut-être ça va aider les banques à être plus aptes à financer les PME et TPE qui sont créatrices d'emplois et surtout créatrices de valeur, parce qu'une PME, qu'est-ce qu'elle fait en fait? Soit elle fait de l'exportation, madame, comme image de l'entreprise dont je vous ai parlé, soit elle réduit l'importation. Voilà, à travers la production. Monsieur Assad, vous avez établi dernièrement une étude concernant les dispositifs d'appui à l'emploi. Oui. Et là, vous avez estimé que l'ANGEM, financé à 3,3 et plus de 3%, crée plus d'emplois que l'ANSEJ et la CNAC. Et vous avez proposé la fusion, justement la fusion de l'ANGEM et l'ANSEJ
et rétablir la CNAC à sa mission principale qui est l'allocation du chômage. Du chômage, oui. Parce que d'après l'analyse que vous avez faite, donc ces dispositifs bouffent beaucoup d'argent, beaucoup d'argent. Oui. Peut-être c'est un problème aussi pour les banques. Et aussi maintenant avec la création d'un autre fonds de start-up. C'est-à-dire il y a ces dispositifs qui bouffent l'argent, il y a un autre dispositif aussi qui va bouffer encore de l'argent. Qu'est-ce que vous proposez à cette situation En fait, rapidement, pour être efficace, d'abord concernant la note d'analyse que notre cabinet Finabi a publiée sur les dispositifs d'accompagnement pour la création d'emplois, en fait, rapidement, on propose plusieurs solutions. On a détecté, et ce n'est pas seulement au niveau national, au niveau mondial, c'est que c'est les micro-entreprises et l'entrepreneuriat micro qui crée de la valeur, qui crée de l'emploi. Et cet emploi est plus robuste, on va dire, est plus stable que l'emploi que créent les grandes entreprises. Donc ça, c'est un constat international. Et localement, ce que nous avons vu et analysé à travers les chiffres, c'est que le niveau d'emploi créé par le dispositif de microcrédit, il est beaucoup plus important que celui créé par la CNAC et l'ONSEJ. La première recommandation qu'on a faite, c'est qu'il y a une perversion concernant la CNAC. La CNAC est une caisse de sécurité sociale qui est destinée à faire face à l'allocation chômage. Donc elle doit revenir à ses origines. À l'instar d'autres pays, elle n'a pas à financer, on va dire, des entreprises. On peut faire cela, mais c'est un montage financier compliqué. Ce qu'on a proposé, c'est que les cotisations des fonctionnaires, elles sont stables. Pourquoi? Parce que quand un fonctionnaire il a un emploi, c'est un emploi permanent, donc il ne connaîtra pas le chômage d'un point de vue statistique. Donc les cotisations générées par les fonctionnaires, on peut créer un fonds d'investissement pour créer de l'emploi et financer des entreprises. Mais les fonds, les cotisations qui sont recueillies sur les autres emplois, elles doivent revenir à leur origine, celle de financer le chômage. Concernant l'ONSEJ, on s'est dit que peut-être que le business model qui est efficace et qui est important, c'est le microcrédit. Il faut fusionner et créer une première banque qu'on a nommée, entre nous, la banque du microcrédit, justement pour financer les très petites entreprises qui sont créatrices d'emplois et créatrices de valeur. Donc voilà ce qu'on a proposé pour la note d'analyse. Monsieur Assad, en tant que banquier et spécialiste en finance, comment régler le problème de liquidité et surtout avec maintenant la tendance d'aujourd'hui, les produits islamiques? En fait, la société algérienne est une société très pieuse. Donc la finance islamique est une réponse très optimale. Donc les produits de la finance islamique les plus importants et les plus efficaces, donc le murabaha, le musharaka, le mudaraba et puis l'ijara, sont surtout les dépôts, parce que ça c'est les produits de crédit de la finance islamique. Le dépôt islamique, il est très intéressant, surtout le dépôt d'investissement, c'est comme ça qu'il s'appelle. La finance islamique est très intéressant pour capter cette liquidité nécessaire pour financer la promotion de l'investissement et la création de valeur. Mais notre avis au niveau du cabinet islamique, ça c'est la première faiblesse qu'on a détectée. Pourquoi? Parce que le fait qu'il y a des fenêtres de finance islamique au niveau des banques conventionnelles, le pressenti de la société, on va dire, il est négatif. Pourquoi? Parce que, vous savez, l'Algérien lambda, il dit que c'est bon cas. Bon cas, donc il faut créer des banques purement destinées à la finance islamique. Mais les recettes récoltées sont de la finance islamique, le crédit octroyé, c'est de la finance islamique. Il faut cette notion de fenêtre de banque islamique au niveau des banques conventionnelles, nous pensons que ça ne va pas être très efficace. Deuxième chose que nous avons déjà proposée, c'est de créer des fonds d'investissement islamiques. Pourquoi? De cette manière, de cette manière, c'est
Parce que les fonds d'investissement, ils sont plus efficaces que les banques pour récolter de la liquidité. Ils sont proches du terrain. Par exemple, un fonds d'investissement islamique destiné à l'agriculture, bah, la société de gestion de fonds, qui sera responsable de ce fonds, elle va se déplacer au niveau de l'agriculteur, elle va le convaincre, il le fonds, il met sa liquidité pour financer le secteur agricole. Et une banque, c'est assez standard, donc c'est moins efficace. Mais quand même, la solution, elle est là, parce que cette liquidité, elle va venir à travers ce véhicule. Mais il faut de l'imagination, il faut de la conviction, il faut vendre le concept. Mais chez la banque islamique, ça va se vendre tout seul. Tout a besoin d'être vendu. C'est ça la problématique. Vendre pour être agressif, pour récolter cette liquidité. Parce que quand il y a du liquide, ça finance. Et améliorer le ratio de solvabilité destiné au financement des PME et éventuellement réfléchir à ce que les banquiers, surtout concernant les PME et TPE, acceptent les garanties financières parce que, tout simplement, c'est la norme internationale. Faisons du benchmark. Prenons les bonnes choses ailleurs pour les appliquer chez nous. Espérons que les pouvoirs publics sont à l'écoute et on est là pour, au moins pour booster notre économie, c'est notre objectif. Inch'Allah, merci beaucoup, merci M. à vous, Hassan, pour cet entretien. Et merci, Inch'Allah, merci pour votre écoute, merci de nous avoir suivis et à très bientôt, Inch'Allah.